Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre présentation. Donc aujourd'hui, on a prévu de vous parler de machine learning et d'IA au service de la construction. Donc l'idée, c'est qu'on va vous montrer comment passer d'un plan 2D d'architecte image à un modèle 3D grâce à des techniques de machine learning et d'IA. Alors juste pour se présenter rapidement, je m'appelle Forti Guillaume, je suis responsable du pôle Computer Vision au sein de l'innovation d'Inetum. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Jean-Alix David, qui est ingénieur dans l'équipe innovation, dans le domaine de la computer vision aussi. Au niveau de la présentation, on a prévu de vous montrer, vous expliquer déjà les concepts, de quoi on va parler, pour passer d'un plan 2D en 3D. On va parler de BIM et de computer vision, donc pour vous présenter un petit peu ce que sont ces grands concepts-là, pour ensuite montrer comment la computer vision, vous présenter une petite boîte à outils sur différentes features, ce qui pourrait vous permettre de passer d'un plan 2D à la 3D. Donc au niveau des grands concepts, donc on est dans le domaine de la construction. Donc classiquement, voilà, quand je parle de construction, je parle de chantier. Tout ce qui va permettre de construire des bâtiments. Donc ça veut dire plusieurs corps de métier qui vont être impliqués dans cette conception, des architectes, des ingénieurs, des chefs de projet qui vont devoir communiquer. L'état actuel, le constat qu'on fait, c'est que parfois ça ne communique pas forcément bien. Certains corps de métier parlent avec d'autres, certains ne sont pas au courant, ce qui produit des retards dans les chantiers, ce qui amène à des coups de retard et des chantiers qui prennent du retard. Et ça, c'est un constat qui est fait dans tous les chantiers généralement. Et donc, depuis quelques années, il y a une méthodologie qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle le BIM. Alors le BIM, qu'est-ce que c'est? En traduction, ce serait le BIM Information, c'est le Building Information Modeling. Donc, et en fait, c'est une méthodologie qui commence à se mettre en place pour que tous les intervenants qui tournent autour d'un projet de construction puissent intervenir sur des mêmes données, sur des mêmes informations numériques et interagir directement sur une même maquette et travailler sur les mêmes éléments. Ça veut dire qu'au niveau, on va gérer la vie des bâtiments. Alors bâtiment au sens large, un bâtiment, infrastructure, on va parler d'usine, on va parler de construction dans la vie privée. Au niveau des bâtiments, on va gérer le cycle de vie des bâtiments depuis leur construction jusqu'à leur destruction, en passant par toutes les étapes de maintenance. Il y aura un suivi à ce niveau-là. Donc le fait de travailler sur toutes les étapes de manière commune, on va pouvoir gagner du temps sur notamment la construction et sur toutes les problématiques qu'on peut avoir sur la vie du bâtiment et sur le suivi de ce bâtiment. Donc le BIM se veut être un projet collaboratif, donc on va faire intervenir tous les corps de métier sur un projet commun. Le but, c'est surtout possible grâce à la modélisation numérique en ligne, c'est-à-dire qu'on va travailler sur une maquette numérique. Quand l'architecte fait son plan 2D, tous les autres corps de métier vont pouvoir avoir accès à ces données de manière numérique, pouvoir interagir avec, avoir les mises à jour en temps réel. Donc on va être beaucoup plus proactif sur un changement d'état du bâtiment ou de la construction qu'on veut faire. Et tout ça, c'est rendu possible aujourd'hui grâce à une standardisation des pratiques. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des formats communs, des données communes. Il y a les éditeurs de logiciels de type Revit, AutoCAD qui vont se mettre à aussi permettre l'utilisation des modèles BIM, des formats open source. On n'est plus sur des formats propriétaires où chacun va arriver avec son type de format et travailler dans son coin où personne ne pourra exploiter ses données. On va être sur des formats standards, notamment un format qui commence à sortir un petit peu du lot et utilisé internationalement, c'est l'IFC. C'est un format, en fait, voilà, pour résumer, avant on avait des acteurs qui travaillaient sur tout et n'importe quoi, qui communiquaient les uns avec les autres de manière un peu disjointe. Maintenant, on va tous uniformiser sur ce format-là. Le format IFC, c'est un format standard qui, pour un bâtiment, va reprendre toute sa structure. Typiquement, on va avoir accès au nombre d'étages dans le bâtiment, pour chaque étage au nombre d'appartements, pour chaque appartement, on va avoir accès
aux informations, au nombre de pièces, au type de porte. Dans une pièce, on va savoir combien il y a de prises électriques, les matériaux utilisés pour les fenêtres, voilà. Tout ça, c'est stocké dans ces formats-là. Alors, maintenant que les gens ont compris que pour mener un bon projet, il fallait uniformiser ces pratiques et travailler sur des données communes, il se pose quand même une problématique. Notamment, tout le monde n'est pas encore, le BIM n'est pas encore démocratisé, tout le monde n'a pas encore adhéré à cette méthodologie, parce qu'on n'est pas obligé déjà, premièrement. Et certains architectes sont assez réticents à changer de logiciel ou de format et préfèrent travailler sur leurs données. Un autre problème, c'est qu'il y a tous les plans qui ont été édités bien avant l'arrivée même du concept BIM, les anciens plans qu'on veut éditer et passer sur des maquettes numériques. Il faut bien trouver un moyen de les traiter. Donc pour l'instant, il n'existe pas de logiciel encore sur le marché qui permette de passer d'un plan 2D à une maquette numérique 3D. Tout ça, c'est fait manuellement. Il y a des équipes entières de gens qui travaillent à Madagascar et qui prennent les plans 2D à la main et qui vont établir une maquette 3D. Donc pour chaque plan, relever les murs, élever la maquette, relever les portes, les positions et générer cette maquette. C'est fait tout manuellement. Et on est en train de, on regarde comment gagner du temps, pouvoir permettre des process automatiques ou semi-automatiques qui vont permettre, grâce au traitement de l'image, de pouvoir détecter des éléments dans l'image pour pouvoir passer sur une maquette générique automatiquement ou de manière semi-automatique. Donc ça, c'est la présentation, on va dire, générale un petit peu du BIM, du concept. D'un autre côté, donc je voulais vous présenter ce qu'est le traitement de l'image, donc la CV, la computer vision en anglais. Donc, de manière générale, la computer vision, ça existe depuis plusieurs décennies. Au début, on parle de traitement de l'image, donc l'homme s'est intéressé à vouloir reproduire l'œil humain et il a commencé à développer des algorithmes basés sur des études mathématiques où on va analyser les images en termes de pixels. On va s'intéresser aux pixels. Un pixel, c'est une position, une couleur dans l'image, et puis on va commencer à développer des algorithmes pour détecter les couleurs, pour détecter les formes, les contours. Et puis progressivement, on va pouvoir commencer à extraire des choses de ces images. Et très vite, s'est développé des algorithmes encore plus poussés autour de l'intelligence artificielle, où là, on va s'intéresser plus au flux vidéo qu'à l'image fixe, et on va pouvoir commencer à avoir des concepts tels que le suivi de personnes, on va pouvoir commencer à traquer des gens, on va pouvoir commencer à suivre des mouvements, à faire ce qu'on appelle du pattern matching, à redétecter des patterns dans des images, à voir que deux images, les similarités qui peuvent exister entre les images. Donc là, on va plus loin que vouloir reproduire l'œil humain, on va même vouloir reproduire le cerveau humain. Ce qui va donner naissance depuis les dernières années au machine learning, où là, à la différence de l'intelligence artificielle, du traitement de l'image simple, où finalement on apprenait des règles déterminées pour faire une action, dans le machine learning, on va commencer à apprendre, à récupérer plus de données pour apprendre automatiquement à détecter des éléments dans l'image avec des règles qui vont plus être prédéfinies, mais qui vont être automatiquement apprises par la machine, par l'algorithme. Donc on peut différencier les algorithmes supervisés et non supervisés. Dans les algorithmes, ça c'est juste l'apprentissage. On va fournir une quantité de données à l'algorithme. Si on veut détecter une chaise, par exemple, et on va lui donner plein d'images de chaises, et puis on va commencer à détecter les chaises en labellisant. Et voilà, on peut faire ce qu'on appelle du clustering, c'est-à-dire qu'on peut fournir un grand jeu de données à l'algorithme pour qu'il puisse traiter automatiquement sur chaque image les différents descripteurs qui peuvent la constituer et faire des appariements automatiques d'images pour regrouper les images par population. Et de tout ça, depuis les dernières années, est né le deep learning, où là, on a des règles encore plus complexes, des réseaux neuronaux qui sont appris, et on a plusieurs types d'algorithmes qui vont émerger pour faire notamment de la reconnaissance. Par exemple, on peut voir, sur le salon, vous avez dû voir plusieurs algorithmes de détection de points d'intérêt sur les personnes. J'ai vu quelques stands qui tournaient là-dessus.
tout ça pour, voilà, je vais vous présenter les 3 applications majeures de l'IA en CV. Donc la première, justement, au niveau de l'apprentissage automatique, c'est la classification. Alors la classification, c'est typiquement, on a une image, on a deux labels, on a un chat et un chien, et on fournit à l'algorithme plusieurs données de qu'est-ce qu'un chien, qu'est-ce qu'un chat, pour que lui puisse, quand il a une nouvelle image, nous dire quel est le label, quel est le résultat attendu. Donc typiquement, si on lui donne l'image du haut, le chat, on a un pourcentage de chances que dans cette image, il y a 90% de chances que c'est un chat et 2% de chances que ce soit un chien. Et du coup, l'algorithme classifie en nous disant c'est un chat. Donc les modèles sont appris pour pouvoir différencier les choses et nous donner un pourcentage d'apparence de la chose dans l'image, dans une nouvelle image. Ensuite, la deuxième application, c'est qu'on va faire la même chose, mais on va faire de la détection. C'est-à-dire qu'au-delà de la classification et de savoir que c'est un chat, on va en plus le situer à l'intérieur de l'image. Donc on va avoir une boîte englobante qui va pouvoir venir se positionner autour de l'objet et nous positionner l'objet dans l'image. Et la troisième application qu'on a pour type de grande information, c'est la segmentation. Donc là, on va les positionner l'objet dans l'image, on va savoir où il est, on va savoir ce que c'est, mais en plus, on va venir le détourer et savoir précisément où il est. Alors, je vous parle de tout ça parce qu'on va revenir sur le sujet qui est la construction, et donc on va parler de tous ces, comment on met en place tous ces algorithmes pour ensuite aller détecter des éléments importants dans les images, dans le but de reconstruire notre maquette en 3D. Juste un petit mot pour vous parler comment on mène de manière générale un projet d'IA. Pour pouvoir faire toutes ces choses, détecter des objets dans les images, typiquement si je prends le cas d'un plan, on va vouloir détecter des murs, des portes, des éléments, et on a besoin d'un jeu de données, donc un grand jeu de données en fonction de l'activité qu'on va faire, et on va avoir besoin de mettre en place ce jeu de données et de le labelliser, c'est-à-dire d'étiqueter tous les éléments qu'on va vouloir créer. Donc la création du jeu de données est une phase très importante du projet, c'est celle qui est en amont. Ensuite, on va préparer la donnée et la nettoyer. Donc là, c'est la donnée qu'on a, c'est pas forcément celle qui est utile. Donc on va devoir parfois faire du pré-processing sur les images pour les améliorer, pour améliorer le contraste, pour détourer l'objet important de manière automatique et plus pertinent. Et il y a aussi notamment augmenter les données. Donc ça, c'est surtout quand on a un jeu de données restreint, on veut détecter des chats dans une image, mais on n'a qu'une centaine de photos de chats, par exemple, on va pouvoir faire de la data augmentation on va revenir après, on va vous montrer dans des exemples, mais pour pouvoir augmenter son jeu en donnant plus d'images à nourrir de manière automatique à l'algorithme, à partir d'images non réelles qu'on n'aurait pas, ou à partir des images réelles qu'on aurait trafiquées, entre guillemets, pour pouvoir améliorer le processus. Et donc de là, on va lancer les batteries d'algorithmes, donc soit de l'algorithmique classique, soit de l'apprentissage beaucoup plus profond. On va vouloir faire de la détection d'objets et de la reconnaissance. Tout ça pour produire une information qui, dans notre contexte, serait par exemple l'édition de cette maquette numérique 3D et son passage au format IFC. Donc là, pour revenir, voilà, ça c'est une présentation vraiment générale de la computer vision et de ce qu'on peut en faire. Pour revenir à l'analyse de plan, finalement, un plan, pourquoi on vous a parlé de tout ça? C'est parce qu'un plan 2D, il peut être vu, on peut extraire plusieurs choses de notre plan 2D, donc typiquement les structures, telles que les murs, les sols, les escaliers, les différents objets qui pourraient être constitutifs. Donc il nous faut les moyens de détecter ces choses. On va avoir les objets, les portes, les fenêtres, donc c'est là où on va utiliser justement les modèles pour pouvoir apprendre qu'est-ce qu'une porte, qu'est-ce qu'une fenêtre, qu'est-ce qu'un meuble, comment je les différencie et comment je vais aller les chercher automatiquement dans mon plan. Ensuite, on a une autre donnée d'exploitation utile qu'on peut extraire d'un plan, c'est tout ce qui va être texte pour aller chercher des informations de type échelle, de type pièce et extraire le nom des pièces. Et enfin, on a des plans où on va pouvoir même séparer par couche, extraire les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre comment est structurée la pièce et de pouvoir utiliser la computer vision et générer des algorithmes qui vont aller détecter ces différents éléments dans le but de retrouver cette sémantique de plan et de pouvoir éditer cette fameuse maquette numérique qui contiendra toutes ces informations numérisées dans un seul fichier.
Là, je vais passer la main à Jean-Lix pour qu'il vous présente justement plus en détail chacun des outils de la CV qui va nous permettre, avec des cas d'usage et qu'on va relier au plan à côté, qui vont nous permettre d'aller analyser un plan. Voilà. Ouais, bonjour, alors je vais vous présenter un certain nombre d'outils de la CV qu'on applique à l'étude de plan. Donc la première étape, comme disait Guillaume, ça va être de sélectionner un peu les données, de les pré-traiter. Donc pour faire ça, on a des techniques classiques de traitement d'image qui consistent à jouer sur les luminosités, les contrastes des images pour pouvoir améliorer la qualité. Typiquement, là, on a un exemple d'une image, c'est une photo, donc là qu'on a en niveau de gris. Mais l'idéal pour nos algorithmes de traitement d'image, c'est plutôt d'avoir un niveau de gris, d'avoir des images binaires vraiment en noir ou blanc. Et du coup, pour faire ça, on a différents algorithmes. On peut faire du seuillage ou des choses comme ça pour les séparer. Mais on voit sur l'exemple en haut à droite que si on fait un seuillage basique en mettant une valeur au centre et on prend tout ce qui est au-dessous c'est noir, tout ce qui est au-dessus c'est blanc, bah, ça ne marche pas parce que sur l'image, en niveau de gris, bah, les zones n'ont pas les mêmes contrastes tout à fait partout. Du coup, là, on applique des algorithmes un peu plus adaptatifs qui, eux, vont sélectionner en fonction des contrastes locaux au niveau des pixels bah, un meilleur seuillage pour ensuite avoir l'image binaire à la fin. Ça, c'est un algorithme qui est très utile pour les plans, parce que souvent les plans sont scannés sur un scanner, mais la qualité du scanner laisse à désirer. Donc on a des grandes zones grises sur les images, et c'est le genre d'algorithme qui nous permet par exemple de nettoyer un plan pour avoir une image plus nette et ensuite extraire vraiment les bonnes informations. En gros, ensuite, dans le pré-traitement, l'IA nous a apporté des nouveaux outils aussi qui sont très intéressants. D'une part, des modèles, par exemple, de super résolution qui nous permettent de modifier la définition d'une image sans avoir des effets de pixelisation, comme on peut voir sur l'exemple de gauche, où si on agrandit une petite image de façon normale, il va y avoir un effet de pixelisation et d'aliasing, alors que les modèles de deep learning récents nous permettent d'augmenter la résolution d'une image en gardant la qualité de l'image. De la même façon, il y a des modèles qui nous permettent de supprimer le bruit d'une image pour ensuite avoir une image plus nette et plus facile à traiter pour différents cas de détection et de classification. Une autre façon de préparer les données pour l'analyse de plan, ça va être de traiter les différents éléments qu'il y a dessus pour simplifier la détection après, donc notamment les textes. Par exemple, souvent sur les plans, il y a beaucoup de textes comme les noms des pièces, les côtes, pour les différents murs, tout ça, plein d'informations, mais qui ne sont pas intéressantes pour nous pour faire les détections, par exemple après des murs, des portes et des choses comme ça. Donc c'est intéressant pour nous de les détecter avant, pour les supprimer de l'image, pour ensuite faciliter les prochains algorithmes de détection. Donc pour faire ça, on applique des algorithmes d'OCR. Donc c'est des algorithmes, ce qu'on appelle Optical Character Recognition, qui servent à détecter les chaînes de caractères qu'il y a sur des documents. Donc c'est très utile pour l'analyse de documents, donc tout type de documents où il y aurait du texte, mais sur les plans, ça a un grand intérêt pour détecter par exemple les noms des pièces. Ça a deux intérêts. Ça nous permet ensuite, comme je disais, de supprimer les pixels correspondant au texte pour alléger l'image pour les traitements suivants. Et en même temps, ça nous donne de l'information sémantique sur le plan. Et du coup, quand on sera plus tard sur l'étape justement de reconstruction des différentes pièces, on pourra associer par exemple les noms des pièces aux espaces qu'on aura détectés. Ensuite, un des gros sujets que l'IA nous apporte, c'est la détection d'objets. Donc, pour faire ça, on a l'approche classique avant l'IA, c'est ce qu'on appelait le template matching, où sur une image, on va sélectionner un petit modèle qu'on veut détecter sur l'image, et ensuite on va faire parcourir ce petit modèle partout sur l'image, et à chaque fois que le modèle correspond à l'image, on a un match, et ça nous donne la position des objets détectés. Donc ça c'est super, ça marche bien. Mais ça marche vraiment bien que si le pattern est vraiment très similaire à la zone analysée. S'il y a des écarts trop grands entre les deux, ce ne sera pas considéré comme un match, donc on peut rater des objets. C'est là on a un exemple du coup de cet algorithme-là appliqué à un plan
où, par exemple, on est sur un cas où on voulait détecter un type d'objet, donc là c'est des toilettes. Bah, on a prélevé sur le plan un exemple de ce que c'est qu'un toilette, et ensuite on fait parcourir ça sur tous les plans, et ça nous donne les détections qui correspondent. Donc ça, on peut envisager de l'appliquer à tous les types d'objets, que ce soit des portes, des fenêtres, des toilettes, des meubles, des choses comme ça. Et ça peut nous donner de l'information sur tout ce qu'il y a dans les pièces similaires. L'inconvénient, c'est que d'un plan à l'autre, et selon qui a généré ou quel logiciel a généré le plan, bah, les modèles de représentation d'un élément sont vraiment différents. Donc là, on a un petit florilège de représentation de portes. Donc on voit qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Il y en a qui sont avec les quarts de cercle, il y en a, il n'y a pas, avec des petits points. Donc ça, c'est un problème, parce que quand on a un modèle, bah, il ne va pas correspondre aux autres trucs. Donc on peut difficilement passer à l'échelle pour passer sur plusieurs plans. Et c'est là l'avantage de l'intelligence artificielle qui nous permet, avec les modèles de deep learning, d'avoir vraiment une généralisation forte. Donc en entraînant sur une grande base de données, ensuite un seul modèle et un seul algorithme est capable de détecter toutes les portes d'un coup. Donc c'est là où on va appliquer justement les modèles de détection d'objets dont Guillaume parlait tout à l'heure. Donc basiquement, on a des modèles qui vont être entraînés pour détecter différents objets. Donc comme sur l'exemple là, ils vont être capables de les localiser. Et donc ça, c'est un outil très puissant qu'on a. Pour faire ça, on a deux grands types de modèles de deep learning. Il y a ceux qu'on appellera les one-stage modèles. Donc c'est l'exemple du haut où en fait la localisation et la détection se font en même temps. L'intérêt de ces modèles-là, c'est qu'ils sont moins gourmands en calcul et du coup beaucoup plus rapides. Donc quand on est sur des contraintes de temps réel ou choses comme ça, c'est très intéressant. Et le deuxième type, c'est ceux qui sont en two-stage modèle, donc en deux étapes, où il y a une première étape où un premier modèle va nous donner des zones possibles de présence d'objets. Et la deuxième étape va juste faire de la classification de ces zones, et potentiellement en rejetant les zones si elles ne sont pas vraiment des objets, ou en les confirmant et en associant la classe associée. Ça, on l'a appliqué à un modèle pour les plans, où justement, là, on voulait détecter les objets un peu structurels, de type porte, fenêtre et escalier. Donc là, on a appliqué un modèle one stage, donc de type YOLO V5, et on est capable de détecter sur les plans les différentes portes, fenêtres, avec des scores de confiance associés. Pour faire ça, on a dû entraîner le modèle sur une grande base de données annotée, donc avec plein d'exemples de ce qu'étaient des portes, des fenêtres et des escaliers. Mais le problème de ça, c'est qu'on a vu, ça donne les zones, mais approximatives, ça ne nous donne que les rectangles englobant les portes. Donc là, l'autre idée qu'on s'est dit, c'est qu'on allait appliquer un type de modèle qui existe, qu'on utilise d'habitude pour les humains. Vous avez peut-être vu, parce qu'il y a plusieurs démos sur le salon de gens qui font ça, où on détecte les points, les articulations sur les humains, comme ça, que ce soit en 2D ou en 3D. Et du coup, bah, ça nous donne quelque chose d'assez précis. Bah, on s'est dit, on va appliquer ça, par exemple, à un modèle de porte, en définissant une porte, c'est 3 points importants, c'est une charnière, le battant opposé, donc le dormant, et le panneau qui est amovible. Ça nous fait 3 points qu'on a situés sur la porte. On a entraîné le modèle à reconnaître ces 3 points sur plein de plans, et il nous permet de détecter toutes les portes sur les plans, mais de façon beaucoup plus précise que juste le rectangle englobant qu'on voit en vert. Car ici, on a en rouge et vert les 2 points d'ancrage sur les murs. Donc c'est très utile pour nous après, quand on fait la reconstruction de la maquette, de bien placer les portes au bon endroit. Et le troisième point en bleu nous donne justement le sens d'ouverture de la porte, chose qu'on n'a pas avec les algorithmes de détection normaux. Ensuite, on va parler de la segmentation. Donc la segmentation, c'est le principe de définir de découper les zones exactes d'un plan. Donc l'algorithme classique pour faire ça, c'est le flood fill, c'est-à-dire on va partir d'un point et on va étendre ce point jusqu'aux limites de la zone autour. Donc ça marche bien en traitement d'image classique. On a essayé de l'appliquer au plan et on voit que le résultat ici, c'est que globalement ça marche, mais il y a quelques soucis. Et quelques soucis, c'est que des fois
certaines pièces ne sont pas détectées parce qu'il y a des objets au milieu qui refont des limites qui ne sont pas en fait celles de la pièce, mais les limites visuelles des objets. Et parfois, à l'inverse, au niveau d'une porte ou d'un mur, peut-être qu'un pixel qui devrait démarquer la porte ou le mur, au lieu d'être noir comme il devrait, il va être blanc, et l'algorithme va déborder sur la pièce d'à côté. Du coup, encore une fois, on va faire appel à l'IA pour bénéficier de sa capacité de généralisation. Et l'IA propose plein de modèles de segmentation. Donc là, on a un exemple, un des premiers exemples qui a existé, c'est pour le véhicule autonome, la segmentation de ce que voit la voiture, avec séparation des piétons, des véhicules, de la zone navigable et du décor autour. Et on applique ça du coup au plan. Ça nous permet de découper plus proprement les pièces sans avoir de problème de délimitation par les objets qui sont contenus dans la pièce et sans forcément déborder sur les autres pièces. Donc ça nous permet du coup d'extraire la notion de pièces et ensuite, comme je disais tout à l'heure, on peut l'associer au texte qu'on a extrait avant pour savoir quel type de pièce est où et avancer dans la reconstruction de notre maquette. Alors là, je vous ai présenté plein de modèles de deep learning, mais pour faire ces modèles, il faut les entraîner. Et pour les entraîner, il nous faut beaucoup de données. C'est un peu le problème récurrent du deep learning. Et donc, pour résoudre un peu ce problème-là, on a différentes approches. Une première approche, c'est la data augmentation. Donc ça consiste, quand on a déjà des données réelles à noter, de modifier légèrement ces données avec quelques transformations pour créer des nouvelles images pour entraîner le modèle. Donc le type de transformation qu'on pourra retrouver, c'est des transformations sur la luminosité et le contraste des images, sur des rotations, des retournements de l'image, tout plein de choses comme ça. Il y a toute une boîte à outils pour faire ça. Et ça nous permet de décupler la taille d'un jeu de données qu'on aurait et du coup de mieux entraîner un modèle. L'avantage aussi, c'est que comme on va diversifier un peu les données fournies à l'entraînement au modèle, le modèle sera plus à même justement de généraliser et d'être plus robuste sur ce qu'il découvrira par la suite sur les nouvelles images. Une autre approche, c'est la synthétique data. Ça peut être par exemple de générer nous-mêmes des nouvelles images à partir de rien ou presque. Par exemple, quand on fait de la détection d'objets, on peut avoir un modèle CAO d'un objet. Et ce qu'on va faire, c'est que dans un moteur de rendu, on va générer plein de vues de cet objet-là de façon synthétique et ça va nous permettre d'augmenter les données. Après, le fait d'avoir simplement de la donnée synthétique, ça ne suffit pas toujours à entraîner un modèle. Donc ça peut être bien de combiner les deux méthodes pour avoir quelques données réelles, générer des données synthétiques pour augmenter le dataset et en plus faire de la data augmentation pour vraiment avoir un dataset exhaustif. Une autre approche pour faire de la génération d'images de façon un peu synthétique, c'est utiliser d'autres modèles de deep learning, en l'occurrence les GAN, qui sont des modèles de génération. Donc ce qu'ils vont faire, eux, c'est des modèles qu'on entraîne justement à générer des nouvelles images qui ressemblent aux images déjà existantes. Donc d'un côté, on va avoir un premier modèle, le générateur, qui à partir de rien, juste du bruit, va générer une image. Et le but, c'est que cette image générée ressemble aux données qu'on veut. Et c'est là où on a un deuxième modèle, le discriminateur, qui lui va comparer cette image aux images réelles qu'on a en entrée et va nous dire est-ce qu'elle est bonne ou pas. Et à force d'entraînement de ces deux modèles en parallèle, à la fin, on a un générateur capable de générer des images très similaires à nos images réelles, mais de façon artificielle. Pour l'étude de plan, il y a eu un modèle qui a été créé, qui s'appelle Archigan, qui permet de générer des plans à partir d'autres plans. Et il génère tout seul des nouveaux plans qui sont similaires, qui ressemblent, mais qui pour nous donnent des nouvelles données pour entraîner les autres modèles. Donc une fois qu'on a fait toutes ces étapes, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la reconstruction 3D pour avoir notre maquette 3D. Donc ça, la méthodologie se décompose ainsi. On part de notre plan 2D, on fait toute l'analyse sémantique que je viens de vous présenter avec plein d'étapes. Et une fois qu'on a fait ça, on fait la reconstruction 3D. Donc pour ça, on utilise des modeleurs 3D assez classiques avec des scripts qui vont juste récupérer l'information sémantique, la représenter en 3D.
Et ensuite, on peut en faire l'export vers un fichier BIM, par exemple, au format IFC. Ici, donc on a une petite vidéo qui va vous présenter une des implémentations qu'on avait faites de ces différentes étapes-là, où on part de plans. Donc là, c'est un immeuble avec plusieurs étages. On voit déjà qu'on a un problème que les plans n'étaient pas tous alignés. Donc en sélectionnant des points, on arrive à les faire en sorte que l'algorithme les réaligne et les remette tous à la même échelle. Ensuite, on a enlevé tout le bruit qu'il y avait autour, les images, les textes et les lignes qui ne correspondent pas au plan lui-même pour faciliter le traitement. On retrouve les différentes étapes de traitement. Donc là, l'extraction des murs ou pour la partie structurelle, l'extraction des objets, donc tout ce qui était porte, escalier, tout ça. Et ensuite, la segmentation pour détecter les différentes pièces. Un autre point que je n'ai pas abordé, c'est que pour faire la reconstruction 3D, c'est important d'être à l'échelle parce que si on reconstruit une maquette à partir d'un plan mais qu'elle n'est pas à l'échelle, c'est pas très intéressant pour ensuite en faire des mesures. Donc on a des méthodes d'extraction de l'échelle à partir des cotes qu'il y a sur le texte et finalement la reconstruction 3D. Voilà, je vais rendre la parole à Guillaume pour conclure. Voilà, donc on voulait simplement vous présenter un petit peu différents outils de computer vision qui peuvent permettre à analyser des plans et à aller vers un modèle commun numérique. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas d'outil réel qui fait ça de A à Z, il n'y a rien d'automatique, il n'y a pas de solution miracle pour faire ce type de projet. Mais tout ça, en fait, c'est qu'un début parce qu'on est vraiment en phase avec la donnée image qui évolue vraiment très vite en ce moment, avec le deep learning, avec les nouvelles technologies. On a des tonnes d'applications qui voient le jour. On a des tonnes alors ça, c'est dû aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est dû aussi avec l'avancée surtout des technologies du PC, des puissances de calcul, des nouvelles cartes graphiques qui nous permettent de faire tout ça. Hein. Si on ne faisait pas ça il y a quelques années, c'est parce qu'on n'avait pas les puissances de calcul pour le faire surtout. Et donc voilà, tout ça, ça évolue très vite à un point où on n'a même pas le temps de suivre tout ce qui se fait pour pouvoir voir comment l'adapter. Mais en tout cas, il y a toujours des chances d'apprendre dans un autre secteur, dans un autre domaine, pour pouvoir le remettre dans ce contexte. Voilà, là, on a voulu vous présenter un petit peu un plan applicatif qui était la reconstruction et le domaine du bâtiment. Donc c'est quelque chose, l'analyse image, c'est quelque chose de très prometteur qui est vraiment en vogue en ce moment et qui permet de faire un grand champ d'action. Sur plusieurs domaines, et notamment dans ce domaine-là, on peut très bien imaginer rapidement, mis bout à bout, tous ces outils-là. Alors, on a toujours le problème, et c'est là où il faut être assez vigilant, de la généralisation des datas. Hein. On a des datas très diverses. Alors, plus on a des datas qui convergent, on peut traiter un jeu de données d'un architecte parce qu'il utilise toujours les mêmes patterns, les mêmes choses, et aider cet architecte justement au développement de sa maquette numérique. Mais on a des outils qui tendent de plus en plus à passer du manuel au semi-automatique, voire à l'automatisation complète, quoi. Et là, on voulait juste faire une ouverture sur, typiquement, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu d'actualité, si vous êtes un peu dans le domaine, mais il y a des technologies de type DALI 2 qui permettent, à partir, donc c'est du texte ou image, c'est-à-dire qu'on va donner des mots-clés à un algorithme, et à partir de ça, lui va générer automatiquement une image. Typiquement, là, on lui parle d'un teddy bear en mode steampunk qui font de la chimie. Et on a une image automatiquement générée par l'algorithme. Donc on réfléchit, voilà, c'est un exemple de choses où on pourrait pourquoi pas utiliser ce type d'algorithme pour générer automatiquement des plans et pour faire des maquettes automatiques. Voilà. Enfin, il y a toujours plein d'idées qui pourraient émerger de solutions. Donc on est toujours à l'affût de regarder ce qui se fait à côté pour pouvoir généraliser ça. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous présenter. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre dès maintenant. Ou sinon, on est au stand juste à côté, là, en E330, si vous voulez nous voir après aussi. Merci. Bonjour et merci pour votre présentation. J'aurais deux questions. Une sur la détection d'objets, savoir à peu près combien vous avez dû avoir de représentations par objet pour pouvoir les détecter correctement. Et une deuxième question pour la segmentation des pièces, est-ce que vous avez dû réentraîner un modèle ou est-ce que vous avez pu utiliser des modèles qui étaient déjà existants pour d'autres situations? Alors nous, on a travaillé sur des modèles qu'on a nous-mêmes annotés, nous-mêmes entraînés.
Alors notre difficulté, elle est exactement dans ce que vous dites, c'est dans le jeu de données qu'on va avoir, hein. Donc on travaille sur des données restreintes, c'est pour ça qu'on fait de la data augmentation et qu'on va travailler sur des choses. On a fait des modèles alors pour être clair, on peut être clair, je prends mon modèle de porte, on a étiqueté 9000 portes. Voilà, parce qu'on avait accès à 200 plans, 300 plans, et que voilà, en tout cumulé, ça fait 9000 portes. Ça nous permet d'en détecter. Et c'est un modèle qui a montré sa faisabilité. Alors, il ne détecte pas 100% des portes, hein, on l'a vu, hein, il y a plein de portes de types différents, mais on est sur un taux de 85% de précision de la détection des portes. Voilà, on n'est pas à 100%. Hein. Mais c'est prometteur, c'est-à-dire que si demain on doit détecter, on ait plus de données, on peut renchérir, bah, on va converger vers. On n'aura jamais le 100%, j'imagine, mais on est d'accord, mais on va converger vers un détecteur qui soit assez efficace, quoi. Donc ça, et c'est là où je reviens sur juste, on s'adapte au plan, et plus le plan est générique à la base, moins il y a de portes à détecter, moins le modèle plus le modèle performant derrière, quoi. Mais du coup, nous, on avait travaillé un peu sur ces algorithmes-là et on retravaille nous-mêmes nos propres données à noter. Et pareil pour la pièce. Hein. Ouais, je veux dire, pour répondre sur la segmentation, c'est pareil. On est parti d'un modèle existant. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a juste amélioré en entraînant sur des données à noter avec nous. Parce qu'il y a des modèles qui sont entraînés sur des images standards pour faire de la segmentation. Et là, on l'a spécialisé sur la segmentation des pièces pour qu'il apprenne vraiment à détecter c'est quoi les bords, les murs, les choses comme ça. Mais souvent, on part de modèles déjà entraînés, même pour la détection. Parce que sinon, il faudrait vraiment beaucoup de données pour arriver à ces résultats-là. Donc pour les 9000 portes, vous les avez étiquetées manuellement ou... Oui, tout à fait. Ouais, alors l'étiquetage, il y a des tonnes d'outils qui font ça, qui nous aident. Il y a des aides pour faire ça. Alors la difficulté dans les plans, c'est que c'est pas de la vidéo. Hein. Dans des vidéos, quand on étiquette une vidéo, on peut sélectionner un pattern et puis il est retrouvé sur plein d'images. Non, là, il faut prendre les images une par une et les détecter. Alors il y a des techniques. Hein. Soit les logiciels sont assez performants. On peut aussi prendre un sous-jeu, entraîner un premier modèle qui va lui-même détecter les pièces. Après, on fait plus du contrôle parce qu'il en a trouvé des bons, on les garde et puis on rajoute ceux qu'il aurait loupé. Puis plus la donnée est comme ça, plus on va avancer comme ça progressivement, quoi. On évite de les faire tous. C'est semi-automatique alors. Là, c'est semi-automatique pour l'apprentissage, bien sûr. Ouais. Pour la notation et l'apprentissage. Ouais. Merci. Merci à tous. Bonne journée et bon salon. Merci pour votre attention.